Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Pour gérer les projets, donc pour être aussi efficace possible et aussi rationnel dans la prise de décision. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valentine, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va bien et toi ? Eh ben, ça va très très bien. Moi, je te reçois aujourd'hui à distance, encore. Ça devient un peu l'habitude d'une Bretagne ensoleillée en ce vendredi et avec un peu le sourire aux lèvres et de très bonne humeur parce que je l'ai dit à Valentine juste avant d'appuyer sur le bouton. Vendredi 4 février, au moment de l'enregistrement, c'est mon anniversaire. J'ai 34 ans et je suis content de le célébrer en partie avec toi, Valentine, aujourd'hui et avec tous les auditeurs et toutes les auditrices. Donc, un grand merci d'accepter notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On a un charmant programme aujourd'hui, un style d'épisode, on va dire, qui me tient à cœur, que j'aime bien. Mais bon, si vous avez cliqué sur l'épisode, c'est que vous connaissez déjà le titre, donc on en reparle juste après, parce que il serait quand même de bon ton que de te laisser te présenter, ainsi que Joko. Carrément, écoute Alexis, allons-y. Moi je suis ravie d'être là, donc ça va être super. Donc en gros, si tu veux, moi je travaille maintenant chez Joko depuis 1 an. J'avais commencé mon aventure chez Joko en stage où j'étais bras droit de Xavier, donc CEO. J'avais touché un peu à tout et là maintenant j'ai terminé mes études et ça fait donc 1 an que je suis revenue. Je suis sur les sujets People Operations. Donc en interne, ça correspond à la stratégie recrutement sur laquelle je bosse d'ailleurs avec Alarba, qui est Talent Acquisition chez nous. Je bosse aussi sur les sujets plus globalement de culture d'entreprise et enfin et surtout les sujets d'expérience et de développement employé. Et alors, qu'est-ce que ça fait, Joko, pour celles et ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas encore cette entreprise ? Ouais, carrément. Alors Joko, c'est une super app de shopping. L'idée, c'est vraiment de regrouper tous les services et les fonctionnalités pour accompagner en fait les utilisateurs dans leur expérience d'achat et tout ça dans une seule application. Donc tu vois, ça va aller de la comparaison des prix et des produits jusqu'au paiement et même après d'ailleurs. Et l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'acheter de manière intelligente et de manière surtout simplifiée. Et donc ça, en fait, on va le faire grâce à la technologie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un navigateur web. Donc tu vois, ça peut être assez similaire à Google Chrome. Et l'idée, c'est que dès que tu vas aller sur le site d'un marchand, tu vas avoir tout un tas de fonctionnalités, comme par exemple le cashback automatique, la génération de codes promo automatique ou encore le price tracking. Donc ça, typiquement, c'est dès que tu auras sauvegardé des produits dans l'application et qu'il y aura un changement de prix, tu seras notifié soit par email, soit par une notification directement dans l'app. Canon. Et du coup, vous existez depuis combien de temps, Joko ? Il y a combien de personnes dedans ? Ouais, alors Joko, ça a été créé en 2018 par 3 cofondateurs, Alex, Nicolas et Alexandre. Et donc moi, tu vois, quand je suis arrivée, on était une dizaine d'employés en CDI et maintenant on est plus de 35. Donc voilà, et pour te donner un peu de contexte sur la situation actuelle, on a maintenant plus d'1 million d'utilisateurs. On voudrait se lancer à l'international en 2022 et on prépare une nouvelle levée de fonds. Écoute, les présentations sont faites. Il est maintenant temps de rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, de quoi on va parler ? Petite mise en bouche, c'est le genre de sujet que j'adore. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore la plupart des épisodes, sinon je prendrai pas de plaisir et je serai pas encore là après toutes ces discussions. Mais j'aime beaucoup quand on peut emprunter à des mondes connexes pour essayer de faire les choses un peu différemment, avec un autre angle. Un petit coucou à Kevin qui avait fait un épisode avec nous sur comment est-ce qu'on fait des RH comme un
un growth marketer, conférer son background en growth marketing. Et donc, il s'avère que toi, dans ton parcours, tu t'es retrouvé un peu à un moment donné à une croisée des chemins entre la partie people et la partie produit. C'est un peu ça, non? Ouais, absolument. Bah, en fait, si tu veux, moi de base, j'ai pas du tout un parcours déjà people. J'ai fait des études en sciences politiques. Après, j'ai touché un peu au VC. Et ensuite, je me suis retrouvée du coup dans le monde des startups avec Joko, où comme j'expliquais, pardon, j'étais bras droit du coup de Xavier CEO. Et du coup, pendant que j'étais bras droit, j'ai touché à pas mal de sujets, et notamment le people et le produit. Et à la fin de mon stage, j'ai vraiment beaucoup hésité entre les deux, alors qu'a priori, ça n'a absolument rien à voir. Et je me suis dit, bah pourquoi pas combiner un peu des deux. Donc la balance a penché plutôt sur le côté people, mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait des similitudes qui étaient assez importantes, et qu'au final, bah, on pouvait faire un peu des deux de chaque côté. Et donc effectivement, tu vois, aujourd'hui, ce qui serait, enfin, en tout cas, le sujet que j'aimerais aborder, c'est effectivement la comparaison en fait entre les sujets people d'une part et les sujets produits de l'autre, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir, mais en fait, on va voir que nous, chez Joko, en tout cas, il y a pas mal de similitudes. Et donc, notamment en fait sur la méthodologie produit. Donc, on va y revenir, mais l'idée, c'est vraiment une méthodologie de management de projet, et qui, nous, en interne, nous aide à gérer, en fait, les sujets people, et notamment les sujets d'expérience employée. Et un dernier sujet, c'est qu'effectivement, nous, chez Joko, sur les 3 cofondateurs qui ont créé la boîte, il y en a 2 qui viennent d'un parcours d'ingénieur, et on a une très forte ADN tech et produit. C'est des cultures qui vont influencer vraiment toutes les équipes chez Joko, et notamment bah, l'équipe People. Donc c'est intéressant en tout cas de comparer un peu les deux pendant cet épisode. Yes. Et pour rappel, hein, je cite Kevin de Germinal, qui a lui-même beaucoup appris de Kylian de Tukantoko. De la même manière que on peut essayer de se concentrer sur son produit et sur ses ventes, et voir finalement mettre beaucoup d'énergie autour de ses prospects et ses utilisateurs pour respectivement closer des nouveaux deals, faire rentrer des nouveaux utilisateurs dans la machine et éviter le churn. Quand on travaille sur les RH, même si c'est un peu étonnant dit comme ça, on peut voir ses candidats et ses candidates comme des prospects, et puis les utilisateurs et utilisatrices, non pas du produit mais de l'entreprise. Voilà, un peu, c'est un peu la définition quelque part des collaborateurs, collaboratrices. Donc ça, c'est quand on fait le parallèle avec le growth marketing, comme je disais avec Kevin. Et là, on va parler product management. Donc déjà, vu que je sais que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast sont côté people ou côté founder, c'est quoi le product management? Même si sur le papier, je pense que de base, tout le monde comprend. Sur le terrain, comment ça fonctionne? Comment on organise le product management? Et comment est-ce que les méthodologies viennent accompagner le product management? Ouais, bah écoute, c'est une super question. Globalement, le product management, ça consiste à orchestrer et définir les évolutions produits dans une boîte. Donc en fait, déjà, les méthodologies d'une boîte à l'autre peuvent extrêmement changer, et le produit aussi d'une boîte à l'autre peut beaucoup changer. Hein. Quand on parle d'un produit tech, ça va pas être les mêmes méthodologies de produit que si on va vendre, je sais pas, des lampes. Dans des magasins. Donc, Mais ça reste du product management dans les deux. C'est pas que pour du B2B SaaS. Ouais, le produit, c'est un bien de consommation en fait au final, qu'il soit digital ou pas. Et donc du coup, ça c'est vraiment sur la partie product management. Nous chez Joko, en l'occurrence, on a un produit tech, et donc le product management, ça va essentiellement reposer sur la gestion de l'expérience utilisateur sur l'application et sur la gestion des fonctionnalités dont je parlais tout à l'heure. Et donc en fait, on dit product management, mais effectivement, au final, c'est pas mal de project management, parce que tu vas en fait devoir partir d'une idéation, donc tu vois, de la réalisation d'une idée jusqu'à son aboutissement en tant que produit. Et donc tu vas avoir tout ce cheminement qui va être rythmé par une méthodologie de travail en particulier. Et c'est pour ça que nous, on a tendance à comparer le people et le produit, au sens où le produit du people, je dirais que, en tout cas chez Joko, c'est vraiment notre expérience employée. Donc ça va être en fait ce pourquoi les employés tout simplement ont signé avant de venir chez Joko. Ça va être leur expérience au quotidien, mais aussi tous les temps forts de leur expérience en tant qu'employé. Donc à savoir, tu vois, par exemple la revue de la performance, les one-on-one avec leur manager, les off-site,
les rituels de la boîte, leur onboarding, leur offboarding, etc. Et donc, nous, en fait, on va utiliser la même méthodologie produit pour gérer les projets, donc pour être aussi efficace possible et aussi rationnel dans la prise de décision. Par contre, l'objectif d'utiliser la méthodologie produit dans notre management de projet, pardon, ça va être de se dégager du temps sur le people et donc les interactions vraiment avec les employés, prendre le temps de les écouter, de discuter avec eux, interagir, se focus vraiment sur l'humain en parallèle de tout ça qui paraît assez quantitatif. Donc, tout à fait. Là, si je reprends la partie vraiment product pour vraiment le résumer d'une manière qui est bête et méchante, euh, ce qu'on peut se dire, c'est que derrière l'utilisation d'un produit, quel qu'il soit, là on va prendre un produit tech comme Joko, il y a des personnes qui travaillent pour comprendre les comportements des utilisateurs, les demandes, des feedbacks, potentiellement des tests utilisateurs, potentiellement des bug reports ou des suggestions, potentiellement dans d'autres cas des hypothèses qu'on a vues chez d'autres entreprises. Et tout ça, toutes ces bribes, ces pistes d'amélioration du produit, il faut les faire rentrer dans un entonnoir et un parcours qui permettent de le travailler de manière rigoureuse, c'est ça? Absolument. En fait, l'enjeu du produit, c'est déjà, bon, on est sur chez Joko par exemple, on est sur des sujets qui sont très quantitatifs parce que on parle par exemple, dans notre cas, d'1 million d'utilisateurs. Et donc effectivement, en fait, vu que l'objectif final, c'est vraiment de maximiser leur expérience sur l'application, on va aller A/B tester des choses, faire des user interviews comme tu disais. On va aller essayer de voir d'une manière quantitative quelles sont les évolutions des comportements sur l'application, par exemple. Sur le people, on n'en est pas encore là parce que on n'est pas encore une multinationale avec On va y venir, on va y venir. des milliers d'employés. Nous, voilà, ça reste quand même une vision beaucoup plus qualitative, mais en tout cas en termes de méthodo, je vais y revenir juste après du coup en détail, mais l'idée c'est vraiment de s'inspirer en tout cas de cette méthodologie qui est rigoureuse et qui va nous aider à être efficace et à prioriser surtout les sujets. Yes. Et du coup, je fais exprès de prendre un petit peu de temps sur la partie vraiment product management pur et dur parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre les fondamentaux et les méthodologies parce que après, quelque part, le mimétisme qu'on va trouver sur la partie people, ça serait mentir de dire qu'il tombe sous le sens, mais en tout cas, il est très clair quand on voit la logique. Et du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous donner des principales méthodologies qui font sens, qu'on a déjà entendu à gauche, à droite, qui s'avèrent être des méthodologies de product management en général, ou des bonnes pratiques, de la même manière voilà, qu'on peut entendre parler du Scrum, de l'Agile, de choses comme ça, qui sont peut-être plus du côté encore pure technique que product management. Et également, tu l'as un peu brossé du doigt, mais nous donner les grandes lignes de la philosophie d'une bonne gestion product. Ouais. De comment, enfin, tu l'as dit, un peu de rationalité, un peu de rigueur, etc. Parce que ça va nous donner forcément les billes pour comprendre comment on fait du people comme un product manager. Ouais, carrément. En fait, si tu veux, l'enjeu principal des métiers qui sont tournés autour du produit, c'est que tu as en fait des millions de choses que tu voudrais implémenter. Mais en fait, l'enjeu, c'est qu'il faut d'abord les prioriser, les explorer et les implémenter, et enfin suivre le résultat de ces implémentations. Alors là encore, je parle vraiment des sujets produits dans la tech hein, qui sont peut-être niches par rapport aux produits en règle générale. Mais donc ouais, effectivement, en fait, si tu veux, une application comme Joko par exemple, je l'ai pitché au début, mais l'idée c'est vraiment, grosso modo, de réinventer l'expérience shopping pour les utilisateurs. Et donc en fait, cette vision elle est assez puissante et il peut y avoir des milliers de choses qu'on peut implémenter, et notamment grâce à la tech. Et donc l'idée en fait, c'est vraiment le rôle vraiment le rôle du produit, ça va être justement en fait de lister toutes ces choses qu'on aimerait implémenter, être sûr qu'elles sont alignées avec la vision de Joko et ses valeurs, et ensuite les prioriser, les explorer et suivre leur implémentation une fois qu'elles ont été mises en place.
Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que bon, ça sera pas le cas des représentants people qui travaillent dans la tech, mais pour toutes les personnes qui ne se sont jamais retrouvées ou qui se sont jamais posé la question, le problème, c'est rarement d'avoir des idées de mise à jour, mais plutôt de faire le tri, parce que effectivement, si on prend un produit comme Joko, vous avez un petit channel de suggestions quelque part, vous allez avoir des choses qui sont hyper importantes, partagées par un très grand nombre et qu'il faut absolument prioriser, et quelqu'un qui va dire bah moi j'aimerais bien l'avoir en plugin Opera, alors que c'est un espèce de browser que personne n'utilise, et tu vas dire bon je peux pas le mettre au même niveau quoi, forcément, parce qu'il y a plein de travail de développement derrière, et c'est tout l'enjeu. Et du coup bah effectivement quand on ajoute un peu cette intention-là, ces principes-là, ces méthodologies-là, avec un univers people où, je le rappelle, globalement, dans les grandes lignes, on peut considérer que l'environnement people, c'est, bah, tu l'as dit toi-même, l'expérience employée, l'expérience collaborateur, collaboratrice du début à la fin, donc recrutement, onboarding, offboarding et puis quotidien. Ça nous donne effectivement une manière un peu différente, ou en tout cas complémentaire, d'envisager ton métier de people. Donc, raconte-nous un petit peu les grands axes de comment concrètement vous gérez l'expérience employée comme du product management chez Joko, étant entendu, tu l'as dit toi-même, que c'est aussi un work in progress qui s'arrête jamais. Hein. Oui, ça c'est clair. Il y a toujours des nouvelles choses à implémenter et surtout nous on se challenge constamment, même sur nos méthodologies en interne. Mais simplement pour ouvrir une parenthèse, et je pense que je suis vachement alignée avec la vision de Kevin qui avait partagé dans son podcast Yaniro aussi. C'est vraiment, je pense qu'on est en pleine transformation du métier people, et c'est pour ça qu'on a des tendances en fait comme ça de comparaison entre différents métiers au sein même d'une boîte qui émerge spontanément. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir automatiser de plus en plus toutes les tâches un peu répétitives ou en tout cas administratives des métiers RH. Et donc, du coup, on peut de plus en plus passer du temps en fait sur des sujets vraiment très qualitatifs. Comme le sujet du jour qui est l'expérience employée. Et du coup, c'est assez cool de voir que, en fait, vu qu'il y a plein de temps qui est disponible, il y a des méthodes qui émergent et qui permettent de créer de la valeur pour les employés. En gros, si tu veux, nous, en tout cas en interne, on a tendance à comparer produit et people avec deux grands axes. Le premier, ça va être en termes de vision. Tu vois, quand tu es en produit, quand tu es product manager, tu as deux grands objectifs chez Joko en tout cas. Ça va être d'abord de fluidifier l'expérience des utilisateurs sur l'application, et deuxièmement, ça va être de créer de la valeur pour eux. Et en fait, d'un point de vue people, ça va être exactement la même vision qu'on va avoir. La première pour nous, en tout cas dans l'équipe people, ça va être de fluidifier l'expérience de l'employé. Donc vraiment qu'il ait un environnement de travail qui soit, tu vois, propice à l'excellence, propice au dépassement de soi et surtout à son développement. Et deuxièmement, le but ça va être de créer de la valeur pour lui. Donc en fait que Joko ce soit non seulement son lieu de travail, mais surtout un lieu où il va pouvoir s'épanouir, où il va pouvoir avoir un vrai bien-être et surtout avoir une courbe d'apprentissage qui soit super forte. Et donc du coup déjà en termes de vision, on est assez aligné entre produit et people. Et deuxièmement, sur la méthodologie, donc là, si tu veux, on pourra revenir un peu plus en détail sur chaque point, mais ça va être exactement la même chose du coup que je décrivais sur le produit. En people, il y a vraiment des milliers de choses qu'on aimerait implémenter. Le problème, c'est que moi, jusqu'à présent, j'étais toute seule, donc malheureusement, t'as quand même des contraintes temps qui sont assez importantes. Donc effectivement, tu retrouves en fait les mêmes enjeux, donc à savoir la priorisation. Et donc ça, c'est en fait, il y a 100 000 choses qu'on veut mettre en place. Quels sont les 3 qu'on va mettre en place ce mois-ci? Ensuite, tu vas avoir toute une méthode d'exploration de ces sujets, notamment parce que moi, du coup, vu que j'ai pas du tout d'expérience RH, vu que j'en avais pas avant de rentrer chez Joko, il y avait aussi mon auto-formation sur ces sujets, aller chercher l'information, faire du benchmark, vraiment explorer les sujets en profondeur. Et le troisième grand axe, ça va être une fois qu'on a mis en place quelque chose, comment on va follow-up, comment on va prendre du feedback auprès des équipes, et surtout comment on va l'améliorer pour les prochaines fois.
On va rentrer dans les détails évidemment de ces 3 étapes, priorisation, exploration, follow-up. Mais bon, celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps connaissent mon genre de marotte là-dessus, mais je trouve que c'est fascinant de se reposer la question de, effectivement, et tu l'as touché du doigt, Kevin l'avait touché du doigt aussi, on explore un peu tous ensemble, de comment ça se fait que les choses évoluent dans ce sens-là, et quand on y pense, c'est assez clair. Et on peut même faire le parallèle entre comment ça se fait que le produit s'est organisé de cette manière-là, et après, pourquoi la partie people. Prenons un univers bien aride, à l'époque on ne disait pas du SaaS, mais des softwares, des logiciels B2B. Quiconque s'est cogné d'utiliser un logiciel B2B il y a quelques années, c'était très 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 aride, hein. C'était pas des bons produits, c'était des produits chiants à utiliser, qui marchaient, mais qui, pour reprendre les termes que tu as employés, ne se faisaient pas du tout de manière fluide, apportaient très peu de valeur, c'était des usines à gaz. Pourquoi ? Parce que globalement, il y avait 2 raisons à cela. Il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas automatisables. Il y avait plein de choses qui se faisaient manuellement avec toutes les erreurs que ça implique, le temps de développement, donc c'était cher, donc c'était long, donc il y avait très peu de concurrence avec tout ce qui s'ensuit, et donc potentiellement des monopoles. Et globalement, si vous réfléchissez 2 minutes à un B2B SaaS, pas un logiciel de paye, par exemple, donc pas SaaS, un logiciel, on s'en fout que ce soit utilisable ou pas, vu que de toute façon, les employés vont être obligés de l'utiliser, on est dans une situation de monopole. Donc, on n'a aucun incentive particulier à créer un produit qui est bien. On réduit la barrière à l'entrée, on rend les choses très faciles et on finance des startups, entre autres choses, des nouveaux business qui sont capables de disrupter. Donc, ça fait naître des Payfit, ça fait naître des Salesforce, des choses comme ça, et de la concurrence. Et qu'est-ce qui se crée ? Ah zut, qu'en fait, on est un tout petit peu obligé de faire mieux. Parce que même à l'intérieur, si j'ai le choix entre logiciel de paye pourri ou Payfit, je vais préférer Payfit parce que tout le monde est plus content, ça se passe mieux, pareil pour Salesforce, etc., etc. Donc c'est ce qui crée la méthode, en tout cas c'est comme ça que je le vois, la méthodologie produit qui oblige tout le monde à se mettre en ordre de bataille pour essayer de comprendre le mieux possible ce que veut l'utilisateur. C'est là qu'on fait intervenir le design thinking, des choses comme ça, tout un tas de trucs de ce genre-là. Bon, revenons à la partie people. Rebelote. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on part du principe que de toute façon, celui qui a la main mise dans les relations entre l'employeur et l'employé, c'est l'employeur. Parce qu'il y a eu des périodes assez moroses, c'est pas encore tout à fait fini, mais et que globalement c'est un peu comme ça, on se construit en disant il faut rejoindre des entreprises, tu vas faire carrière là, et donc tu feras ce qu'on te dit, et c'est tout. Donc le recrutement c'est important parce qu'il faut recruter, mais et encore, et après le reste, on n'a pas besoin que ce soit bien, quoi. Les gens, on les garde. Pour prendre des entreprises que je ne citerai pas du CAC 40, mais par exemple dans la verticale de la banque, on les retient à coup de salaire, hein. Et voilà, tu as été trop payé pour partir maintenant. Reste. Ah, ok, très bien. Rentrons dans le milieu startup. Je pense que tu es encore beaucoup mieux placé que moi pour le savoir. La tendance est exactement inverse. C'est-à-dire que les profils qui sont recherchés, des profils tech, market ou produits, ou des profils rares de métiers émergents, globalement, tout le monde les cherche. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel dev d'une startup reçoit hebdomadairement des tonnes et des tonnes de mails de chasse. Et en plus de ça, on fait partie d'une génération qui attend plus que du salaire. Attend du sens, du plaisir, de l'expérience, peut-être un équilibre de différents temps de vie qui est différent, etc., etc. Donc, on est obligé, même si, et c'est pas juste pour faire plaisir, de faire les choses bien, quoi, et donc de traiter sa boîte comme un produit que les gens ont plaisir à utiliser. Ce qui me ravit en tant que psychologue du travail, de formation, de voir que le capitalisme nous amène à vouloir le bien de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, c'est ce qui fait que c'est tout à fait cohérent de considérer son organisation, sa société comme un produit qu'on a envie que les gens veuillent continuer d'utiliser, parce que sinon ils partiront. Ouais, absolument. Il y a alors, je sais pas si on peut utiliser le mot guerre, mais il y a une compétition pour avoir les meilleurs talents dans le marché de la tech qui est super forte. Et en effet, en fait, on le ressent même, tu vois, à l'échelle des process de recrutement.
on voit que les talents sont de plus en plus exigeants en fait sur ces questions-là et qui vont même souvent challenger carrément la boîte pour comprendre quel est notre impact, tu vois, à l'échelle de la société, quelles sont les initiatives qui vont dans ce sens en interne, quelles sont nos méthodologies de travail en interne, et du coup ça rejoint un petit peu ce que je suis en train de décrire. Et enfin, vraiment un truc qui va être super important pour les talents, c'est auprès de qui ils vont apprendre. Et ça, on sent que vraiment l'apprentissage, c'est une des choses qui ressort le plus dans ce que les gens viennent chercher dans l'écosystème startup. Et c'est pour ça, et tu l'as souligné aussi, que moi je suis très très fan de l'approche que tu construis chez Joko. C'est parce que c'est quelque chose qui a été relativement intégré vite sur la partie recrutement, parce qu'on se bat tous pour recruter les mêmes, globalement. Mais il faut pousser à plus loin, hein, parce que c'est pas le tout de les recruter. Après, il faut qu'ils continuent à se plaire et à grandir dans l'entreprise, parce que sinon, la compétition continuera à faire rage. Revenons à nos moutons, ce cri du cœur étant passé. La méthodologie produit pour développer l'expérience employée. Donc, on est bien d'accord, l'objectif, c'est que les collaborateurs et les collaboratrices de Joko aient une expérience la plus fluide possible, donc avec des besoins qui sont anticipés, frictionless, on pourrait dire en anglais, hein, donc avec le moins de friction possible, et en plus de ça, avec le plus de valeur, et on va faire comme si on était en train de construire un SaaS. Donc, étape 1, on priorise. Comment tu fais ça sur la partie people? Concrètement, quelle forme ça prend? Comment tu priorises? Comment tu nourris ton backlog, etc., etc. Ouais, alors j'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai pu paraître peut-être un peu théorique, mais du coup, rentrons dans le vif du Rangeons dans les sujet. fichiers Excel. C'est ça. Alors nous pour le coup, du coup, c'est pas Excel, c'est plutôt Notion. Vraiment pour le coup, c'est l'outil qu'on utilise. Et je pense que c'est un des seuls outils, en tout cas en People, qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et tout simplement, c'est un outil qui te permet de créer des outils. Et donc, en fait, à partir de là, tu vas pouvoir créer plein d'outils comme des backlogs, des roadmaps. Donc ça, c'est des éléments du produit qui sont intéressants. Mais effectivement, par exemple, ça va nous aider pour la priorisation. Donc, étape 1. Donc, sur la priorisation, nous, on va avoir deux grands éléments. Le premier, donc, c'est comme tu le disais, le backlog. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte de to-do list géante de toutes les choses que tu aimerais implémenter dans ta vie en people. Donc ça va aller par exemple, je sais pas moi, d'organiser un off-site pour cet été. Ça peut être mettre en place le 360 feedback chez Joko. Ça peut être retravailler ton process de revue de la performance, des choses comme ça. Et donc ça, en fait, on va le remplir vraiment dès qu'on a une idée. Donc je sais pas, moi je vais... Donc, par exemple, tu parcours tout le podcast The Human Factor de Yann Hiro et tu mets 600 items de backlog qui viennent de tout l'écosystème startup français, c'est ça? Absolument, tu rigoles, mais honnêtement, il y a vraiment des choses qui sont rentrées dans le backlog à la suite d'écoute de podcast Yann Hiro. sans vouloir faire de la promotion. Non mais voilà, donc en fait dès que tu vas avoir une idée, tu vas la mettre dans ton backlog. Et ensuite de ça, nous tu vois, c'est à peu près tous les 15 jours, on se réunit avec le CFO et le CEO et on va prioriser. Donc en fait on va dire qu'est-ce qu'on met dans les priorités pour les 6 prochaines semaines. Donc on pioche des éléments du backlog et on les met du coup en priorité pour les semaines qui arrivent. Et en fait, comment on va prioriser ça? Donc justement, comment on va sélectionner les items qu'on veut mettre en priorité dans les semaines qui arrivent? Ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais tu as par exemple déjà tout simplement les deadlines. Tu as des choses quand même soit administratives, soit qui ont qui sont arrêtés dans le temps, comme par exemple la revue de la performance. Nous on l'a fait tous les 6 mois. Bon du coup il faut qu'elle soit prête à temps. Ensuite, tu peux avoir les besoins des employés. Nous, on prend un peu le pouls régulièrement des équipes, et quand on voit que y a quelque chose qui ressort, on essaye d'avoir un plan d'action. Et donc, il peut y avoir des items qui viennent de cet élément-là. Ça, vous faites comment? Vous avez un petit surveil régulier, ou bien vous êtes encore à une taille où de toute façon les gens viennent te voir quand ils ont quelque chose à te dire? Comment ça se passe? Ouais, absolument. Moi, j'ai une relation quand même assez proche avec les managers, et donc je prends souvent le pouls pour voir comment ça se passe. Mais néanmoins, là, par contre, effectivement, on est en train de créer des surveys pour prendre le pouls de manière plus structurée et plus quanti régulièrement auprès des équipes. C'est pas encore mis en place. Mais ça va arriver. Ouais. C'est dans le backlog, précisément. C'est dans le backlog. Ou dans la roadmap, un des deux.
un peu des deux. Donc du coup voilà, donc t'as la partie backlog et ensuite t'as la partie roadmap. Donc ça en fait c'est plus un outil de visualisation, mais en fait moi j'aime bien avoir voilà un outil qui va me permettre de voir à 6 mois quels vont être les grands chantiers côté people, et ça va me permettre ensuite de pouvoir justement prioriser à temps les éléments qui vont avoir par exemple une deadline précise, ou alors ça va me permettre de pouvoir pondérer si j'ai un énorme chantier pendant une semaine, je vais pas m'en rajouter un deuxième. L'idée c'est vraiment d'être pragmatique pour ensuite être le plus efficace possible. Alors, 1000 questions de détails à te poser, mais toujours pareil, on va le faire un peu en vue d'avion. Il y a une étape prioritaire que tu n'as pas citée, mais qui est normale, c'est d'avoir un ou une product manager. Là, en l'occurrence, toi. Non, mais c'est très important, parce que moi, ce que j'adore avec ce que tu es en train de nous présenter, c'est que c'est invraisemblablement logique et simple. Pas facile, simple. C'est-à-dire que ça s'éparpille pas dans tous les sens, c'est pas touffu, c'est pas usine à gaz. On est en train de dire, quand tu as des idées, au lieu de les garder dans ta tête, mets-les quelque part et puis range-les. Globalement, c'est à peu près ça qu'on se dit. Et c'est comme dans du product management, dans du project management, c'est un peu plus fin que ça, évidemment, mais à peine. Mais le point de départ, c'est d'avoir quelqu'un dont c'est le job. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu écoutes le podcast Yaniro en courant, et je suis ravi si vous nous écoutez en courant là tout de suite, c'est très bien. Mais les bonnes idées où vous vous dites ah ouais, attends, la culture du feedback, canon, diversité, inclusion, pourquoi pas, etc. Tant que ça n'arrive pas sur un Notion, un Evernote, un Trello ou je sais pas trop quoi, et que après on peut pas pondérer en disant bah ça avant ça, puis on le fait, il y a aucune chance que ça avance. Ça avancera pas tout de lui-même, quoi. Donc c'est un peu ça le point de départ. Absolument, absolument, et ça te permet aussi d'avoir un lieu, un seul et unique lieu où tu vas checker toutes les choses qui te semblent pertinentes et que tu aimerais bien implémenter à terme. Et donc effectivement, au lieu que ça se répartisse entre, tu vois, je sais pas, une note où tu vas avoir des idées que tu as vues dans des podcasts, une autre où tu vas avoir, je sais pas, des idées qui viennent de veille de l'écosystème. Donc là, au moins, ça te permet vraiment d'avoir une approche un peu pragmatique de en fait concrètement voilà, on s'est inspiré de plein de choses, en fait nous qu'est-ce qu'on veut mettre en place et pourquoi, et quelle est la timeline dédiée. Et alors, donc, oui, une question très pragmatique. Ok, donc je me mets en situation, réunion au sommet avec CFO, CEO et toi, et là, tu es capable de dire, bah, dans tout ce que j'ai trouvé, sur le prochain quarter, je ne sais pas quelle temporalité, on peut mettre en place la culture du feedback, on peut faire passer notre outil sur PayFit, par exemple. Grosse promo pour PayFit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on vous aime beaucoup, les amis de PayFit, donc coucou, si vous nous écoutez. Ou diversité, inclusion, etc. Donc là, on a plein d'options. Comment on score au-delà de timer ça, de se dire que par exemple la culture du feedback sur un quarter c'est peut-être un peu léger, etc. Comment est-ce qu'on est capable de dire ça avant ça? Ouais, alors c'est une super question. En produit, justement, ils ont une méthodologie encore plus rigoureuse pour le faire. C'est-à-dire que tu vas avoir un système de calcul entre à la fois un score de complexité de la chose à mettre en place et un score d'urgence. Donc à quel point c'est une priorité, et enfin un troisième score d'impact. Donc, quel va être l'impact? Donc en fait globalement, si tu as quelque chose qui est très urgent avec un très fort impact et qui va te prendre peu de temps en complexité pour le mettre en place, ça va être priorisé. Nous on a testé ça au début, on s'est rendu compte que c'était trop l'usine à gaz. Ouais. Donc on peut pas faire des copier-coller de partout sur les sujets produits par rapport aux people. Nous aujourd'hui on a une approche qui est peut-être moins quantitative. C'est tout simplement de se poser les bonnes questions et avoir du bon sens. Comme je te disais, tu as déjà les contraintes de temps, donc ça, voilà, parfois c'est priorisé juste parce que ça doit être priorisé en termes de timeline. Après, tu vas avoir un sujet qui est remonté à travers l'équipe. Tu vois, nous par exemple, on avait eu un sujet où on se disait voilà, aujourd'hui en fait chez Joko on donne et on reçoit du feedback avec son manager tous les mois, mais on s'était rendu compte qu'en fait c'était peut-être pas assez, quoi, que les gens en fait il y en a qui travaillaient de manière très proche avec d'autres personnes dans l'équipe qui n'étaient pas forcément leur manager, et ils ressentaient vraiment le besoin de recevoir du feedback de manière structurée tous les X temps. Et donc du coup on a décidé, donc tu vois, ça c'est un besoin qui est remonté de l'équipe, et on s'est dit allez, là il faut qu'on mette en place le 360 feedback. Donc ça a été priorisé juste parce que on avait un peu de bande passante pour ça, et qu'on s'est dit c'est une priorité à l'échelle de la boîte. Hmm.
Et donc la deuxième étape, c'est l'exploration, l'implémentation, le crash test. Comment on fait du coup selon la méthodologie que Ouais. tu es en train de construire? Bah, du coup, donc, tu as ton item du backlog. Donc là, il a été catégorisé. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir une page Notion. Bon, après, pour ceux qui ont d'autres outils, tu peux très bien ouvrir une page Word. Et en fait, tu vas commencer, tu vas te poser tout un tas de questions. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de partir de rien, partir d'une feuille blanche. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, avec cette méthode, tu peux faire à peu près n'importe quoi si tu es assez rigoureux en fait dans le cheminement de réflexion pour implémenter le sujet que tu as choisi. Et donc, tu vas te poser plein de questions. Donc, je sais pas, par exemple, reprenons le 360 feedback. Tu vas te dire, par exemple, ah bah tiens, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que le 360 feedback? Parce que ça se trouve, on a des perceptions différentes. Ensuite, on va se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui l'ont implémenté? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi nous, chez Joko, on veut le mettre en place? C'est important de se poser cette question parce qu'en fait, ce cheminement en fait de questions qu'on va se poser les unes après les autres, parfois ça va nous faire nous rendre compte qu'en fait, bah, ce qu'on avait décidé au début, donc par exemple mettre en place le 360 feedback, ça répond peut-être pas en fait aux besoins de base, qui était avoir plus de feedback dans l'équipe. Donc en fait, nous, il se trouve la fin de la réflexion a penché vers implémenter le 360 feedback et c'est ce qu'on a fait. Mais tu vois, dans d'autres cas, en fait, on rebondit sur quelque chose complètement différent parce qu'on se rend compte que en fait, l'idée qu'on avait de base correspond pas aux besoins de l'équipe. Et donc en fait, une fois que tu t'es posé plein de questions comme ça, un peu dans le désordre, tu vas bah, les traiter et y répondre de manière structurée les unes après les autres, avec les plus importantes au début. Parce que souvent, tu as la réponse à certaines questions qui va répondre à d'autres et elles vont être comme ça un peu interdépendantes. Et ensuite, du coup, bah, tu pars en exploration. Et en fait, répondre à chacune de ces questions, ça va t'aider bah, juste à explorer le sujet, à aller comprendre comment ça fonctionne ailleurs, les points positifs, les négatifs, pourquoi ça nous aiderait chez Joko, etc. Et ensuite, tu peux faire un test que sur une seule partie de l'équipe, par exemple. Donc, tu vois, bon, on va quand même pas parler d'A/B test qui est possible en produit parce que bon, nous, on est quand même sur un échantillon de 30 personnes. Mais tu vois, il y a des choses qu'on a implémentées que sur quelques personnes dans l'équipe, voir si ça marche avant de le faire à grande échelle auprès de tous les employés. Et alors, tu peux nous donner est-ce qu'on peut faire prendre un exemple qui déroule ça de A à Z? Parce que notamment les questions, je suis assez curieux. On touche du doigt un peu entre les lignes me plaît bien parce que ce que j'ai l'impression, c'est que le set de questions que tu as te permet de repartir du besoin et pas de la solution. Ce qui est un grand classique de la méthodologie produit et des retours utilisateurs en général. C'est qu'il peut arriver que des utilisateurs donnent des idées de features, alors que dans la vraie vie, il faut partir des besoins, parce que les utilisateurs sont très nuls pour comprendre les features qui marchent. Par contre, si tu arrives à repartir sur le besoin caché derrière la feature, bah, tu peux potentiellement faire une feature qui marche beaucoup mieux par rapport à ce que la personne avait en tête. Et je vois le check de bon, est-ce que ça fit avec la vision de Joko, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu peux un peu nous donner un exemple et repartir du début Ouais, et voir où ça nous amène? avec grand plaisir. Bah, ouais, justement, un exemple de quelque chose qu'on pensait vouloir implémenter et qu'on n'a pas implémenté au final, c'est par exemple les congés illimités. On a vu que c'était une tendance dans d'autres boîtes et on s'est dit bah pourquoi pas. Et donc tu vois, on avait notre item explorer les congés illimités chez Joko. Et donc on a commencé bah, justement tout notre cheminement de réflexion. Donc on est parti de rien. Donc qu'est-ce que les congés illimités? Comment ça marche techniquement? Parce que voilà, par exemple sur Payfit, il te faut du coup un conditionnement qui est spécifique. Donc on s'est posé comme ça des questions pour comprendre. Et ensuite, on a commencé à aller chercher. Donc, tu avais une question qui était quels sont les retours des autres boîtes qui ont tenté d'implémenter ça. Et donc là, tu vois, donc moi j'ai accès à un Slack qui est super, hein, qui s'appelle Force Talent. J'imagine qu'il a déjà été. Coucou à Judith Tripart. Hello Judith. Et donc ouais, non mais dédicace à Judith qui honnêtement nous sauve la vie très souvent parce que Non, c'est mais la marraine des RH de l'écosystème français, Judith, hein, on le dit, on le répète, hein. Premier épisode de ce podcast, pas pour rien. Ouais, c'est clair, ouais, c'est fondatrice de tout ça, mais ouais, en gros, c'est vraiment une mine d'or ce Slack parce que ça te permet justement bah, d'avoir des retours de gens qui ont expérimenté des choses et ça t'évite très souvent de faire les mêmes erreurs en fait.
Et donc du coup, donc on allait chercher du feedback et les feedbacks étaient assez mitigés. Et en gros, si tu veux, nous la grande tendance qu'on en a déduit, c'était que en fait, oui, pourquoi pas les congés limités, mais si vraiment déjà de base tu as une culture des congés qui est super saine, avec tout le monde qui prend tous ses congés, etc. Parce qu'en fait, sinon, tu as un risque à implémenter les congés limités qui va être de dire, bah, tu as certains employés qui, du coup, vu que tout est illimité, bah, en fait, ils en prennent encore moins que d'habitude parce que ils ont un peu cette autocensure de j'ai pas envie de déplaire à quiconque. Et donc du coup, au final, on s'est dit non mais en fait, avant d'instaurer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer vraiment comment. En fait, le besoin de la boîte, c'est plus de prendre, tu vois, typiquement plus de congés ou être vraiment à l'aise avec les congés, qui pas de tabou autour de ça. Donc, par exemple, tu vois, ce qu'on a mis en place, c'est des reminders très souvent, tu vois. Auprès de l'équipe en leur disant eh oh les gars vous avez X jours de congé que vous avez pas pris il faut que vous les preniez et tout et sinon tu vois genre on met des photos de vacances pendant nos All-Ends chaque semaine quand on part des choses comme ça ou sur le Slack juste pour montrer qu'il y a des bonnes Le vibes petit pop-up Gmail, ça fait 107 jours que tu n'as pas pris de congé, il serait peut-être temps, ma gueule, etc. Ça serait trop bien. Il y a plein d'idées qui sont possibles à partir de là. c'est ça. Non, le but c'est juste voilà d'encourager les gens à en prendre et qu'il n'y ait pas de tabou. Et du coup, au final, bah conclusion, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. On pensait peut-être implémenter des congés limités. Très, 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 très bel exemple. Et on va retomber sur typiquement en termes d'innovation, entre la différence entre le techno-push et le market pool. Alors on est dans les anglicismes à fond, mais combien de produits ont fait pchit parce qu'on essayait de pousser un usage un peu de travers, et c'est sexy sur le papier, mais dans la vraie vie c'est un peu pénible. Les Google Glass, ça n'a pas très bien marché, la réalité augmentée, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais bon, on sait pas trop le caler sur certains usages, etc. Et le milieu startup est pétri de trucs comme ça. On entend congé illimité, on fait waouh, ça claque. Et après, quand on observe, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec notre ami de Youno, Pierre, qui a beaucoup exploré les pratiques un peu dites exotiques en startup, et certaines n'ont pas été mises en place, dont les congés illimités pour les mêmes raisons, parce que une fois qu'on dépiote le truc, c'est très 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 complexe en fait à mettre en place, et c'est pas forcément quelque chose qui va bien fonctionner. Donc toujours repartir du besoin, de la valeur à apporter, et pas se laisser avoir par le côté exotique de la pratique. Donc, étape 3, on arrive, on a implémenté, on a crash testé, on a fait du A/B test. Il y a une équipe qui est payée en Bitcoin et l'autre qui est payée en euros, et on voit ce que ça donne. Globalement, petite blague avec Kevin on avait parlé. Et après, il y a un suivi, un follow-up des implémentations pour voir, pour avoir une idée de si ça a marché ou pas, comme tu disais. Ouais, absolument. Bah, en fait, si tu veux, l'objectif, de toute façon, à toutes les étapes, c'est d'impliquer les employés et de prendre le pouls en permanence, de leur poser des questions, savoir ce qu'ils en pensent, parce qu'avec tout ça, on le fait pour eux. Donc, si au final, ils sont pas alignés avec la proposition de valeur qu'on leur fait, ça sert à rien de le faire. Et donc, nous, il y a vraiment quelque chose qu'on utilise énormément en interne, c'est les surveys, enfin, du coup, les enquêtes. Les questionnaires. Et donc, en fait, si tu veux, moi, j'envoie tout le temps des questionnaires à l'équipe. Je crois qu'ils en ont un peu marre de moi. Mais c'est super utile, en vrai, pour savoir, en fait, tout simplement pour leur demander leur avis. Et donc, déjà en amont, mais aussi sur la partie follow-up des implémentations, sur la partie collecte du feedback. Et donc, en fait, tu vois, dès qu'on va mettre quelque chose en place, l'idée... Alors, pas non plus dès qu'on va mettre quelque chose en place, parce que sinon, voilà, les employés auraient 14 questionnaires à remplir par jour, mais pour dès qu'on entame un gros chantier ou qu'il y a vraiment quelque chose de récurrent dans la culture de la boîte, l'idée c'est de leur faire un petit questionnaire vraiment très rapide et juste leur dire bah vous en pensez quoi en fait, est-ce que ça vous a plu et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et ça vraiment bah ça nous aide. Et donc tu vois typiquement une fois qu'on a mis en place le 360 feedback, on a tout de suite demandé du feedback sur le feedback. Donc c'est vraiment on se mord la queue, mais bref. Les fractales. C'est ça. Mais non, du coup, on a fait une survey, on leur a demandé bah, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et en fait, il y a eu plusieurs axes d'amélioration vraiment en grande tendance qui sont sortis. Et ça nous a vraiment aidé à designer la prochaine édition. Top. Je ne sais pas si c'est réduire ce que tu dis, mais je le prends plutôt de manière positive.
c'est finalement relativement simple, non? Enfin, c'est juste, j'ai l'impression que c'est un choix, en fait, en réalité, de décider de s'organiser comme tel, mais que c'est pas une barrière à l'entrée qui est incommensurable, parce que en termes de logique, ça, c'est assez cohérent. En termes d'outils, alors on a beaucoup parlé de Notion. Si vous connaissez pas Notion, effectivement, c'est compliqué parce que c'est un outil qui peut faire tout, mais par point de départ, on pourrait dire que c'est une espèce de Wikipédia personnel. C'est une manière d'organiser l'information avec des liens hypertextes entre différentes pages, et il s'avère que dedans on peut faire ce qu'on fera avec Excel, avec Trello, avec tout un tas de trucs, donc c'est très très modulaire. Mais en fait, en soi, c'est juste d'avoir une base de données interne qu'on peut suivre facilement, et après c'est à peu près tout, quoi. Mais donc, est-ce que c'est juste de dire ça, ou est-ce que tu as des petites mises en garde quand même pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie d'intégrer tout ou partie de ces pratiques dans leur métier, quoi? Ouais, carrément. Non, honnêtement, c'est quelque chose de très accessible, hein, en termes de méthodo, et je suis complètement d'accord avec toi. Honnêtement, on ne réinvente pas la roue, hein. L'idée, c'est juste de mettre un peu de rigueur sur du management de projet. Mais vraiment, c'est très accessible. Moi, ce que je conseille, alors ça, typiquement, c'est une méthodo qu'a mis en place en interne Xavier, qui est donc CEO de Joko, et qui pendant un temps était Head of Product. Alors aujourd'hui, on a Ron, qui est assez extraordinaire, qui nous vient des US, et qui avait même monté sa boîte avant. Et donc, il a aussi des très bonnes pratiques. Mais l'idée, si tu veux, c'est d'avoir juste une méthodologie un peu scientifique, un peu, tu vois, rigoureuse sur du management de projet. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pas vouloir tout mettre en place d'un coup, peut-être. Y aller par étapes, tu vois, par exemple, commencer avec un backlog pour lister toutes les choses qu'on veut mettre en place. Ensuite, progressivement, tu vois, mettre en place une méthode pour prioriser les choses en concertation avec d'autres personnes dans la boîte, parce que c'est important que sur la roadmap, on soit aligné d'une équipe à l'autre, en tout cas sur les, enfin, notamment avec les cofondateurs en général sur les sujets people. Et voilà, enfin, honnêtement, c'est assez simple. Notion, je le recommande vraiment parce que ça permet de pouvoir créer des outils à partir d'un outil. Mais ouais, non, en tout cas, y aller progressivement et pas vouloir appliquer de A à Z toutes les méthodes d'un coup. Top. Et ben, écoute, super. Moi, je pense que là, on a tout ce qu'il faut, et que, après, les étapes suivantes, il ne s'agit que de les inventer, de les expérimenter, et puis, de tester chez vous, quoi. Donc, pour passer un peu tranquillement à la fin de l'interview, la première question, c'est la plus importante, c'est où est-ce qu'on te retrouve? Parce que là, ça donne forcément envie de te poser plein de questions en direct en disant: «Ah, mais alors attends, est-ce qu'on peut parler de ça?» C'est quoi la meilleure manière de te joindre? Bah, je dirais LinkedIn, hein, vraiment. Je suis assez accessible sur LinkedIn. Et avec grand plaisir. De toute façon, moi, j'ai remarqué que c'est, enfin, comme je disais, on réinvente pas la roue, et il y a pas mal de gens qui s'intéressent, je pense, à ce parallèle produit people. Alors vraiment, et je le répète encore une fois, hein, c'est le produit vraiment sur le management de projet, parce que je pense que c'est un métier où il faut pas oublier que les interactions, l'humain est ultra important, et qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter les gens, passer du temps avec eux, notamment dans des moments un peu informels pour prendre le pouls, parce que on aura beau mettre en place toutes les surveys qu'on veut en interne, tous les voilà, enfin toutes les choses quantitatives qu'on veut, la subtilité de vraiment ce que les gens ressentent, je pense qu'on le ressent pendant des one-on-one. Mais du coup, voilà, moi je suis ouverte à faire des one-on-one avec d'autres gens que ceux de Joko, donc avec grand plaisir pour discuter avec moi. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que je rétropédale un peu et je fais une incartade. Une des phrases que j'ai le plus entendues quand je parle de mon expérience sur les sujets de facteurs humains et sur ma formation de psychologue, c'est vous mettez les gens dans des cases, c'est pas bien. Bon, ça m'a toujours semblé un petit peu surprenant, mais je comprends, parce que il y a un côté toujours un chouï dérangeant à aborder de l'humain qui est très sensible, très émotionnel, avec quelque chose de froid du process, des étapes, des choses comme ça. Euh, je rejoins à 100% ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le process, c'est ce que c'est une colonne vertébrale. Ça sous-tend quelque chose, ça ne résout pas le quotidien. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui est obligé de chambouler complètement sa vie professionnelle parce qu'il lui est arrivé quelque chose de très important. C'est pas Notion qui va vous sauver, hein, loin de là. Ceci étant,
Moi, ce que j'observe et que je trouve assez intéressant et où il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est que bien souvent, quand on fait les choses sans boussole, sans grille de lecture, sans mettre les gens dans des cases, quote unquote, et qu'on le fait du coup à l'instinct de manière très humaine, eh ben, je vais le dire de manière très vulgaire, on fait de la merde. Parce qu'en fait, on pense qu'on va approcher ça de manière plus humaine, mais le problème, c'est que vu qu'on n'est pas dans une petite famille avec 3-4 personnes, mais on est dans une organisation qui grandit vite, c'est pas possible en fait de ne pas s'y intéresser de manière un tout petit peu structurée. Et que paradoxalement, là, ce que tu viens de décrire est une manière d'organiser le fait de rendre la vie à Joko la plus belle possible pour toutes les personnes qui bossent dedans et la plus enrichissante possible. Donc peut-être que l'approche est froide, mais pour un but qui est extrêmement humain. Et donc c'est important de ne pas s'arrêter, je pense, à quelque chose de trop, comment dire, court de penser là-dessus. Ouais, c'est clair. Et tu vois, pour en revenir au fameux backlog, Tout à fait. enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on a mis dedans suite à des discussions, tout simplement en one-on-one avec des employés. Et donc, c'est pas que des choses qu'on a vues ailleurs dans les boîtes. Il y a aussi vraiment le côté, le besoin juste d'une personne peut en fait le refléter le besoin de 15 personnes. Donc, c'est super important de garder du temps pour tous ces échanges-là super qualitatifs. Bon, et donc sur les questions encore un petit peu rituelles de fin de podcast, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices? Alors, n'écoutez surtout pas Yaniro. C'est pas cet épisode surtout. C'est ça. Non, mais Yaniro, bien sûr. Non, en livre, alors je pense qu'il a été sûrement dit et redit, mais bon, moi je le redis encore. C'est Work Rules de Laszlo Bock, qui est donc Head of People Ops chez Google. Alors je sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas à l'époque où il a écrit le livre, c'était son rôle. Et justement, en fait, il a une approche super intéressante de comment allier le quantitatif et le qualitatif sur le people. Et ils ont une approche, après voilà, c'est en termes de nombre d'employés qui est complètement différente, mais c'est une bonne source d'inspiration en tout cas pour mettre des process en place sur les sujets people. Et en termes d'articles, du coup voilà, je vous disais que c'est un sujet de plus en plus abordé, hein, la comparaison produit people, et il y a notamment Jessica Swan qui était VP People Ops quand elle a écrit cet article, mais qui fait une comparaison entre People Ops et Product chez Whereby, qui est super intéressante. J'adore tout cet environnement-là et bon, non, je vais m'arrêter, je pourrais en parler des heures. Il faut qu'on atterrisse à un moment donné. Et donc, tu connais cette tradition qu'on adore dans ce podcast, qui est la mise en lumière d'un ou une collègue, confrère, consoeur, je sais pas comment on appelle ça, mais qui est le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus, que tu as vraiment envie de mettre en lumière et que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast. Il ou elle voudra, pourra ou pas, mais le but du jeu déjà c'est la petite mise en lumière, le petit témoignage de tout le bien que tu penses de cette personne. Il y en a beaucoup, mais la majorité, pour être honnête, sont déjà passées. je sais. On va pas se mentir. Non, mais moi, c'est pas de ma faute aussi. Un premier épisode, c'était Judith Tripart, c'est elle qui gère tout, c'est la marraine, comme dans Le Parrain. Donc évidemment, on a rencontré plein de monde incroyable. C'est un réseau qui est très fort. Non, mais moi, je recommanderais Apolline Loiseau, qui du coup bosse sur les sujets people chez La Vie. Et ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle est passée avant en cabinet de recrutement. Et du coup, elle a une approche du recrutement qui est super intéressante et qui permet de voir, en fait, comparer un peu les deux côtés, entre cabinet et start-up. Donc voilà, je pense que je la recommanderais. Apolline, premier message, voici tout le bien que Valentine pense de toi dans tout ce que tu fais chez La Vie et de ce que tu as fait avant. Et tu es la bienvenue si tu as le temps, l'envie et l'intention dans un futur épisode du podcast de Yaniro. Bon, en tous les cas, moi, Valentine, il ne me reste plus qu'à te remercier grandement pour tout ça. Et vraiment, j'ai très, très hâte qu'on puisse publier cet épisode pour voir un peu les retours des uns et des autres et voir comment ça va peut-être faire changer quelques pratiques en direct. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt, Alexis. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain.